Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je me permets de me présenter. Je m'appelle Franck Coste. Je suis chez Snowflake depuis quelques années et j'accompagne nos grands clients du manufacturing dans la transformation digitale par la data. Snowflake, c'est un acteur de la data. Vous pouvez normaliser vos données très facilement depuis toutes vos sources et les rendre exploitables, historiquement bien sûr par du reporting classique et de plus en plus avec des chatbots, GenAI, du ML, donc vraiment une capacité à délivrer des use cases métiers de plus en plus riches, aussi bien transversaux, corporate, mais aussi vraiment typés manufacturing, récupération de données IoT, exploitation de ces données. On a des grands partenariats avec beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. Et donc, on a la capacité vraiment à vous accompagner sur tous les use cases de l'entreprise côté manufacturing. Et j'accompagne donc Simo, qui est le Group Head of Data et Analytics chez Saint-Gobain, qui va aujourd'hui vous expliquer comment il a pu transformer et apporter de la valeur au métier chez Saint-Gobain. Merci Franck. Tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, surtout dans des conditions aujourd'hui avec cette chaleur. J'espère que vous tenez le coup. Je dois vous avouer quelque chose, c'est que c'est un peu trop facile aujourd'hui de parler et de commencer par une présentation de Saint-Gobain. Je n'ai pas besoin beaucoup d'expliquer que le confort thermique, l'isolation, la performance énergétique, mais également la décarbonation, ce sont des sujets importants. Il suffit juste d'aller dehors 2 minutes pour comprendre. Alors c'est là où Saint-Gobain joue un rôle essentiel pour transformer nos constructions, pour rénover également, et également construire nos bâtiments avec plus de confort, plus de performance et plus de durabilité. Saint-Gobain, au-delà des chiffres, c'est 160 000 employés dans le monde, dans 80 pays. Elle conçoit, elle fabrique, elle distribue du matériau de construction. C'est le leader mondial dans la construction durable et légère aujourd'hui. Dans un monde où il fait plus chaud dans une salle comme celle-ci que dans un data center mal ventilé, du coup, je pense que Saint-Gobain et le slogan de Saint-Gobain prend tout son sens. Making the world a better home. Alors, bien évidemment, moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas Saint-Gobain. Je la connaissais à travers ses produits. Et ces produits, aujourd'hui, alors, je suis un peu moins familier avec les produits que vous connaissez. En fait, vous avez peut-être vu quand vous faites des travaux, comme Isover, Weber, ou Placo, mais aussi en fait quand vous allez dans des points de distribution comme Point P, comme plateforme de bâtiment, CDO, ou encore France Pare-Brise. Ça se matérialise avec plein de réalisations dans le monde. Je vais en citer que quelques-unes, comme l'université en Italie, Val d'Estoile, aussi le Grand Paris Express et encore d'autres comme la tour Mohamed VI à Casablanca au Maroc. Bien évidemment que Saint-Gobain a un plan stratégique comme tous les groupes. Et aujourd'hui, depuis 2025, il y a un plan stratégique qui s'appelle Lead and Grow, que vous avez certainement entendu parler, qui démarre sur 4 ans pour pouvoir justement s'articuler sur plusieurs axes. Je vais en citer quelques axes majeurs. C'est d'étendre nos portefeuilles de produits pour pouvoir être plus orientés solutions. Le deuxième axe qui est majeur aussi, c'est plus d'investir dans la construction chimique pour plus d'innovation et plus de performance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, vous savez que la data, chez Saint-Gobain, ce n'est pas juste la data, c'est de l'information qui décrit notre savoir-faire, le know et le how. Concrètement, elle décrit nos formulations, nos procédés industriels, nos process,
la qualité, la performance énergétique, l'usage des clients, mais aussi les spécificités du marché. Ça fait de la data un asset majeur pour l'accélération au profit de la performance et de l'excellence opérationnelle. Et pour faire ça, je pense qu'on a une conviction majeure. Et on s'est fait des convictions. Mais la conviction majeure, c'est que nous ne pourrions pas faire de l'IA aujourd'hui seulement en branchant l'IA directement à la data, sans l'avoir préparée, sans construire des fondations qui sont nécessaires, qui sont solides, pour pouvoir justement construire ce qu'on appelle notre landscape. Alors, qu'est-ce que c'est les fondations? C'est tout ce qui est des outils d'orchestration, des outils d'intégration, des outils de gestion de la qualité de données, de monitoring, d'observability, mais aussi de le contrôle à l'accès à la donnée. Parce qu'on sait très bien que l'IA aujourd'hui, elle est très bien, mais elle peut avoir des coûts conséquents aussi. Du coup, la maîtrise, le contrôle, il est super important. Il est vital plus qu'hier avec l'IA. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous avez du ServiceNow, où vous pouvez faire de l'IA, brancher l'IA à ServiceNow. À partir de votre compte, je peux créer des milliers et des milliers de tickets. Du coup, à un moment donné, il va falloir qu'on contrôle tout ça. On peut aussi épuiser de notre compute. Et du coup, on peut également générer beaucoup plus de coûts par rapport à la valeur qu'on génère. Du coup, il est super important de construire des fondations solides pour pouvoir activer l'IA. Bien évidemment, il y a le deuxième pilier dans le triangle, c'est la manière dans laquelle on va utiliser la data, en s'adressant à des personnes à clé. Parce que les personnes dans une entreprise, ils sont très différents. Mais on veut vraiment opérationnaliser l'information et de l'IA. Donc, il est super important de savoir les personas qu'on a, comment on va adresser l'accès à la donnée. Donc, faciliter l'accès, contrôler l'accès sur différents canaux. Peut-être que les gens ils vont utiliser de parler, de rendre la data plus conversationnelle, peut-être via des dashboards, peut-être que via des agents. Mais aujourd'hui, les gens et les business ils ont besoin beaucoup plus de réponses que de dashboards. La question qui se pose, ce n'est pas le KPI, mais pourquoi je ne vends pas assez ou pourquoi ma production, elle tombe en panne souvent. Alors, le troisième pilier, bien évidemment, et là, on va s'arrêter un petit peu, qui est très, très important pour l'IA, c'est de construire le contexte autour de l'information qu'on veut exposer. Le contexte, il peut être un contexte logique, c'est les informations qu'on a autour de la data, autour de clients, autour de stock, autour du sales, pour qu'on puisse parler le même langage que les métiers. Il était un temps où les gens techniques puissent parler un langage très différent. Du coup, on a un vecteur d'incompréhension entre les métiers et la technique, et de l'IT. Aujourd'hui, je pense que ce temps-là, il faut arrêter parce que si on veut vraiment opérationnaliser la data ou vis-à-vis des business, je pense qu'il est super important de décrire ce contexte business au-delà de la logique. C'est-à-dire que pour éviter la confusion de l'IA ou répondre d'une manière très différente en fonction comment moi, par exemple, il est un temps chez SNCF ou la RAM chez Matériel, ce n'est pas la RAM chez Transilien ou la RAM chez Réseau. Du coup, c'est très différent. Du coup, le contexte, il est super important. Et c'est pareil dans les usines. Les usines ne fonctionnent pas de la même façon, chacun a ses process. Et du coup, il est super important de contextualiser, de rajouter le contexte business. Mais un acteur majeur là-dedans, ce n'est pas que l'IT, c'est les business. Du coup, les business, on ne va pas leur dire il veut venir contextualiser, dépenser beaucoup de temps. Il va falloir venir accélérer la contextualisation. Et bien évidemment, le dernier layer, la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois qu'on a des fondations solides, on a comment exposer la donnée, comment y accéder, comment la contextualiser, je peux faire du self-service. Le self-service avec des gens qui ne sont pas techniques pour rendre la data beaucoup plus conversationnelle via des chatbots ou un analytics augmenté. Et cet analytics augmenté, quand je parle analytics augmenté, ça veut dire que les gens qui sont dans leur système d'information, leur customer, dans leurs outils préférés, et préfèrent y rester. Du coup, il va falloir aussi rendre l'information, traitant de l'information, au plus proche de leur système d'information qui est privilégié. Et naturellement,
on construit notre chaîne de valeur. Donc on se répète, les technologies landscape et foundation, la data governance, qui est super important. Il faudra qu'elle soit beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus lisible. La data governance, c'est jamais simple, c'est complexe, c'est coûteux. Mais aujourd'hui, il faut être honnête, elle est moins lisible pour les gens, pour les business. Ils ne voient pas la valeur ajoutée. Pour la rendre plus lisible, je pense qu'il faudra revenir sur la maturité de chacun et aussi la rendre opérationnelle via la contextualisation, via les rôles et responsabilités, via des policies pour accéder à la donnée. Et enfin, une fois qu'on a ça, on peut construire le data as a service. Ça veut dire que la data, elle devient informationnelle, conversationnelle, prête à l'emploi pour brancher l'IA, que l'IA du machine learning, avec les algorithmes qu'on connaît depuis un certain temps, mais pas que. Il y a de l'IA générative aussi, qui va épuiser de ce contexte pour être beaucoup plus pertinente. Et ça peut être aussi de l'automatisation des processus aujourd'hui. Cette chaîne de valeur, elle n'est pas que stratégique, mais c'est un modèle opérationnel pour pouvoir l'exécuter. Si vous avez une bonne stratégie data, c'est très bien. Mais si le modèle opérationnel ne suit pas, il n'y a pas le buy-in, je pense qu'on a un problème. Et du coup, il va falloir un accompagnement là-dessus avec des accélérateurs, mais surtout rendre ce qu'on fait lisible au business. Alors, bien évidemment, on s'occupe de quoi pour faire tout ça? Ok, c'est bien simple ce qu'on dit, mais est-ce que ce n'est pas impossible? Mais on ne va pas dire que ce n'est pas complexe. Mais ça dépend comment on s'y prend. La première chose, je pense, c'est quelque chose que j'y tiens, c'est la simplification. S'il n'y a pas de simplification de ce qu'on fait, nos processus data et IA, je pense que l'adoption, elle n'est pas en rendez-vous. Et si l'adoption, elle n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de valeur. Parce que la valeur, ça vient du business. Autre chose, c'est le cost, c'est le coût. Du coup, il faudra, quand je dis drastiquement, réduire le coût de TCO, j'exagère pas. De fournir un dashboard coûteux ou un KPI coûteux, je pense que les business ont raison de ne pas être contents. S'ils doivent scaler ça dans leur business, bien évidemment, ils ont raison. Du coup, la scalabilité de ce qu'on fait, la maîtrise des coûts aujourd'hui, pour libérer du cash de l'IT, pour générer plus de valeur, je pense que ce n'est pas un choix. Et enfin, c'est tout ce qu'on choisit comme technologie, il faut que ça soit embarqué par l'IA. Du coup, ils embarquent l'IA dedans. Mais je ne veux pas parler des technologies, je veux parler des ressources humaines. C'est-à-dire que les ressources humaines, il y a une réelle transformation. Nos data engineers, nos BI engineers, nos ops, nos DevOps, il va falloir qu'ils s'accaparent en fait une autre façon de travailler, du way of working, qu'il faudra qu'ils changent drastiquement pour pouvoir aussi embarquer l'IA dans leur quotidien. Et ça, c'est super important parce que ces 4 piliers, ils sont essentiels pour rendre la data pas uniquement intelligente, mais conversationnelle, opérationnelle et profondément orientée business. Et comment ça marche en pratique? L'automatisation, c'est clé. Donc aujourd'hui, bien évidemment, les technologies sont beaucoup plus matures qu'avant pour pouvoir automatiser. Moi, toutes les tâches d'exécution qui sont faites par un humain, je pense, n'ont pas de valeur ajoutée. Je ne veux pas dire que les humains, on va les remplacer. Ils vont faire beaucoup plus, mais ils vont dégager beaucoup plus de valeur. Ils vont être beaucoup plus orientés business. Un data scientist qui ne comprend pas comment ça marche le manufacturing, le business, je ne lui demande pas d'être un expert, mais de s'approcher de plus en plus vers le business. Les marketeurs, les financiers, les processus d'achat, il faudra qu'ils soient process understandable oriented. Et le troisième, critère, c'est d'avoir des sustainable technologies, des technologies qui sont capables de vous apporter de la valeur
dans leur simplification, dans leur TCO, mais également dans leurs fonctionnalités qui sont embarquées avec l'IA. Les ressources génération 3 qui sont embarquées dans l'IA, mais enfin, et ce qui est important, c'est de pouvoir construire votre sémantique modèle. Le sémantique modèle, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire, le sémantique modèle, c'est ni plus ni moins qu'un modèle qui décrit avec un langage très business pour décrire les objets métiers. Client, contrat, prospect, stock, usine. On a les mêmes définitions que le client. Et au-delà de cette définition, ce sémantique modèle, il va embarquer le contexte, mais il doit être capable de combiner les informations. Et du coup, contexte, catalogue, sémantique modèle capable de venir combiner l'information pour que l'IA soit beaucoup plus pertinente. Alors bien évidemment, on est là aussi parce que on est pour présenter aussi notre partenariat avec Snowflake, où l'aventure a commencé il y a quelques années, plus que maintenant 6 ans, si je ne me trompe pas. C'est une technologie dans notre landscape, bien évidemment. Et on s'est basé sur Snowflake pour apporter cette simplification. On a aussi choisi Snowflake pour aussi nous apporter un TCO raisonnable, qu'on puisse maîtriser les coûts. Bien évidemment, on n'a plus besoin aussi de l'expertise. Moi, il y a un temps où on déployait Hadoop, il n'y avait même pas Cloudera ou Hortonworks, avec Pepette, et on codait éternellement pour pouvoir générer de la valeur et on dépensait je ne sais pas quoi. Je pense que le rapport à l'expertise a changé. Notre rapport à l'expertise a changé. Et du coup, les technologies aussi, elle est mature et prête à le voir pour nous apporter en fait plus de simplification. Et on est exigeant et on le doit par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez vous-même. Quand vous allez, il y a un ami médecin qui me racontait quelque chose, une anecdote, qui me disait avant, les patients venaient chez moi directement, sans diagnostic ou pas. Aujourd'hui, ils viennent chez moi, ils ont déjà fait un pré-diagnostic, ils ont peut-être aussi regardé quel type de traitement, et ils ont regardé quels sont les symptômes qui révèlent un petit peu leur diagnostic. Le médecin, ça l'a touché dans le cœur, bien évidemment, par rapport à son expertise. Mais ça révèle quelque chose beaucoup plus... C'est révélateur. C'est parce que notre rapport à l'expertise a changé. Et je pense que c'est bouleversant par pas mal de métiers, et notamment l'IT. Et du coup, pour revenir sur ce qu'on fait avec du Snowflake, c'est nous apporter en fait cette simplification. Et c'est pour ça qu'on s'est basé pour intégrer nos données sources, des ERP, CRM, des applications tierces aussi, finance, achat, avec un gros patrimoine de données sur des data hubs qui nous sont régionaux aujourd'hui. L'avantage avec Snowflake, c'est qu'on arrive à virtualiser la donnée. Alors, j'ai rien contre les outils de virtualisation d'aujourd'hui, mais si Snowflake me permet d'apporter cette virtualisation, éviter de dupliquer systématiquement les données, rajouter des sémantiques modèles, je pense qu'on est dans la bonne technologie. Bien évidemment, si cette roadmap, elle continue, on continue à innover, mais j'ai aucune inquiétude vis-à-vis de Snowflake. Alors, il y a quelques succès qu'on peut vous apporter pour pouvoir partager ce retour d'expérience chez nous. On voulait aussi que la donnée de la finance soit beaucoup plus conversationnelle. Vous connaissez Magnitude, l'outil aujourd'hui sur la partie finance, qui apporte plus un outil conversationnel pour poser des questions sur les données financières. Ça permet, de décomplexifier la structure des données de finance, d'accélérer la performance analytics, aussi d'apporter des réponses vraiment différenciantes. Alors, ce chatbot qui est basé sur les données qui sont sémantisées, qui sont cataloguées, etc., c'est-à-dire qu'il y avait déjà un travail en amont pour permettre justement une autonomie des gens de la finance pour détecter les signaux faibles de la donnée. Sur
peu importe le domaine, et là, en l'occurrence, c'est de la finance. Autre retour d'expérience aussi, et ça, c'est un témoignage d'un finance business lead, Adriana, qui disait ça a changé sa façon aussi de travailler. Parce que si nous, on n'apporte pas de la valeur pour changer la façon de travailler des autres, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Il faudra qu'on bouleverse cette façon, parce qu'il faudra qu'il y ait un impact vis-à-vis des fonctions, que ce soit des fonctions support, mais bien évidemment, il ne faut pas que le cordonnier qui soit mal chaussé, il faudra aussi dans les process IT que ce soit très bouleversant pour nous. D'autres règles, et je vais m'arrêter peut-être là pour laisser des questions avant de basculer. On a opté par une stratégie de développer une data marketplace pour Saint-Gobain, un one-stop shopping, justement, pour exposer le métamodèle de données. Ça veut dire que je veux savoir quel est le patrimoine des données. Moi, je suis en Allemagne, j'aimerais savoir s'il y a des données de vente sur des KPI de vente en Australie ou en Japon. Bah, je peux savoir comment ils ont fait, les métamodèles, etc. Et si je suis dans ma BU, etc., je peux demander l'accès. C'est-à-dire que je vais venir aussi automatiser et faciliter l'accès à la donnée. Et quand je facilite l'accès à la donnée, j'automatise, je réduis le time to market, je réduis les coûts et j'accélère l'appropriation de la donnée par les business. Et du coup, la data marketplace, elle est là aussi, justement, pour shifter le narratif, ce qu'on dit de data and AI for all, vers le nouveau concept, le data and AI by all. Parce que le data AI for all, ça vous donne accès, c'est très bien, qu'est-ce que vous en faites? Mais le data AI by all, ça transforme les business. Il n'y a pas que les mieux, mais nous, on est de l'IT, même si on reste pendant 10 ans à travailler à côté de quelqu'un qui a une grande expérience dans son domaine de manufacturing, on ne sera jamais au même point. Du coup, il est important qu'on puisse propulser ce changement, impulser le changement aussi vis-à-vis de nos métiers. Et la Data Marketplace, elle expose les données. Elle a aussi un système conversationnel, c'est des bots, pour pouvoir poser des questions très simples et aussi de savoir pourquoi on a ces chiffres-là. Et ça, c'est très important pour l'impact qu'on fait sur notre façon de faire. Alors, il y a d'autres, on avait des vidéos, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour évoquer et regarder les vidéos de la Data Marketplace. Mais on a également des projets sur lesquels, alors là aussi, c'est encore de la finance. On n'a pas choisi la variété des use cases, mais ici, vous connaissez les systèmes EPM, Enterprise Performance Management, aujourd'hui qu'on a connu, Dakitic, Board, SAP, il y en a plein, et beaucoup d'investissements, beaucoup de génération de coûts pour préparer les données, pour les intégrer, pour pouvoir planifier sur la planification stratégique, aussi sur la partie turnover, etc. etc. Bah, l'EPM aujourd'hui, moi je me pose la question. Je disais, est-ce qu'aujourd'hui, un semantic model de la finance permet un bot pour pouvoir poser les bonnes questions et répondre, et aussi faire leur planification stratégique sur 3 ans, 4 ans, etc. Je pense qu'il y a matière à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et si la technologie ne me permet pas de libérer du cash sur des solutions qu'on achetait très chères, je pense qu'on se trompe de combat. Je vais arrêter là-dessus. Encore merci. Et je vous laisse pour vos questions. Donc, merci Simo pour ton intervention. Garde le micro parce que tu auras certainement des questions. Donc, vous l'avez entendu, hein, Simo, Snowflake apporte cette simplicité, cette capacité à scaler. Je pense que c'est très important de scaler en restant dans un modèle simple. C'est ce qui vous permet aussi d'avoir l'adoption des métiers. Tu as insisté sur le TCO aussi. Je pense qu'on a vraiment la capacité à apporter un TCO beaucoup plus intéressant que d'autres solutions du marché grâce à notre modèle SaaS Manager. Hein, c'est vraiment très impactant. Y a-t-il donc des questions dans la salle? Simo est tout ouvert. Merci pour votre conférence. Je voulais savoir comment vous gérez le problème d'accès aux données chez vous. Alors, le problème d'accès, c'est la première chose, c'est d'abord d'avoir une gouvernance opérationnelle dans le sens quel rôle et responsabilité je veux. La définition des rôles et des responsabilités,
ça n'a jamais été facile vis-à-vis des métiers. Parce que les métiers, ils ont leur business. Quelqu'un qui fait du manufacturier, de la finance, il a d'autres chiens à fouetter que de venir de s'occuper de votre patrimoine où lui, il veut un dashboard, il veut un axe. Alors là, il va falloir qu'en plus simplifier en fait son boulot. Tu vois, quand il devient ownership d'un product ou d'un patrimoine de données ou un data hub sur ses process métiers, finance, achat, etc. Donc la première étape, justement, mais il ne faut pas le faire d'une manière, je pense, globale. Je pense que c'est un fantasme de venir dans une grande entreprise, de dire moi je suis la gouvernance, j'aimerais des data stewards partout, des process owners partout. Moi je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut y aller step by step, montrer le bon exemple, d'accélérer. Quand vous avez un data steward, il faut l'équiper. C'est super important d'équiper avec la bonne techno pour accélérer, réduire en fait son temps de travail, pour cataloguer, pour gérer les accès, etc. Et ça, c'est super important. Du coup, de définir le rôle et les responsabilités de chacun. Et après, c'est les équipements qu'on fait. Et le troisième critère, c'est l'automatisation de cet accès. La classification de la donnée, elle est super importante. Mais si vous posez la question à un business, est-ce que vos données sont confidentielles? La majorité du temps, ils vous disent ils sont confidentiels. S'ils ne vous disent pas, ils sont hautes confidentiels. Mais c'est avec des questions très simples. Je pense qu'encore, on va revenir sur notre ADN et notre façon de travailler. C'est de poser les bonnes questions. C'est de l'art de la questionologie. Du coup, est-ce que vous pensez que vos données, s'il y a une fuite sur quelque chose, il a un impact sur votre turnover, il a un impact sur Saint-Gobain, etc. Du coup, avec des questions très simples, très classiques, on arrive à classifier les données. Et cette classification de données aussi, elle peut aussi être supportée par l'IA. Quand elle regarde des données, elle sait très bien si elle est sensible ou pas sensible, de caractère personnel, etc. Je pense que ce genre de tuage, il est super important de classifier. Après, une fois que vous avez classifié, il faudra cataloguer, mais aussi il faudra définir le ownership de cette donnée-là. Une fois que vous avez ça, les outils sont matures aujourd'hui pour automatiser. Je vous demande un accès avec ServiceNow, avec Data Galaxy ou Colibra ou avec un Process Meyer, etc. Il arrive à recevoir la demande, il arrive à la traiter, il arrive à être relancé, il appuie sur le bouton, il rajoute dans les groupes, sachant que vous avez peut-être une architecture sur la gestion des accès et de contrôle importante. Et c'est super important aujourd'hui, c'est pas que pour, j'insiste là-dessus, c'est pas que pour l'humain, mais aussi pour l'IA qui travaille pour vous aussi, que de sécuriser en fait l'accès à la donnée. Parce que sinon, vous pouvez faire, je pense, une IA qui fait des mauvaises recommandations, par exemple. C'est une IA sur la production, ok, mais sur la productivité, sur votre relation avec le client, je pense que ça peut avoir des conséquences un peu plus dramatiques pour la société. Et c'est pour ça que c'est super important aussi de voir le curseur en fonction de la criticité. Je me permets sur un axe technologique, dans Snowflake, tout est fait pour avoir une donnée gouvernée, depuis la gestion de la donnée jusqu'à son exploitation. Et vous avez une fonctionnalité très importante qui est le Role-Based Access Control au sein de Snowflake, qui va supporter justement toute la modélisation des business units, des géographies de Saint-Gobain, avec les accès. Je suis RH, je suis à finance, je vois les données RH, pas les données finance. Tout ça, on va permettre aux clients de le modéliser très naturellement dans Snowflake. Et donc derrière, les outils qui vont consommer cette donnée vont hériter de ce qu'on a instrumenté dans Snowflake. Donc le GenAI, quand il fait un prompt, il ne pourra accéder qu'aux données auxquelles Saint-Gobain a donné l'accès. Bonjour, merci. J'ai une petite question sur le layer sémantique. À quel niveau vous le mettez en place? Il est dans Snowflake ou il est à côté? Alors, layer sémantique modèle, il est créé au niveau de Snowflake. Pourquoi? Parce que vous avez besoin en fait de la technologie qui supporte la sémantisation, des données. Alors, vous pouvez le faire à plusieurs endroits et de différentes manières. Alors, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez entendu d'architecture médaillon, bronze, silver, des fois platinium, etc. Moi, je ne suis pas très familier parce que les business, ils ont du mal à comprendre ce que c'est une donnée silver, médaillon, gold, raw, etc. Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est très simple. J'ai une donnée brute, j'ai une donnée standard, et je peux créer de la sémantique modèle sur les
sur les données standards. Par exemple, une donnée sales, elle doit avoir les mêmes définitions pour tout le monde. C'est le core semantic model. Vous pouvez le faire à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas de consensus là-dessus. D'accord? Vous pouvez le faire. Maintenant, j'ai besoin de combiner l'information client, transaction pour faire la lutte anti-fraude pour les domaines bancaires. Et là, dans ce cas-là, je vais créer un semantic model anti-fraude sur la partie transaction client. Du coup, elle peut être unitaire sur un modèle de client pour le définir. Elle peut être aussi en combinaison de d'autres informations pour des cas d'usage vraiment pertinents. Pourquoi on le fait en deux endroits? Parce que le premier endroit de standardisation des objets métiers, ça favorise le reuse. Et du coup, vous n'avez pas à réappliquer les données brutes, mais plutôt épuiser des données standards et éviter en fait de retravailler la donnée. Alors, je me permets de donner mon point de vue d'éditeur. Il y a une question d'architecture derrière qui est sous-jacente, qui est très importante. Historiquement, les couches sémantiques sont dans les outils de reporting. Pour un BI, Tableau, voilà, j'ai plus l'autre en tête, mais bon, vous voyez le principe. Avec l'avènement de la GenAI, l'outil de reporting va perdre son poids dans l'entreprise avec des nouveaux moyens d'accès à la donnée. Generative AI, c'est celui dont on parle aujourd'hui. Si vous avez un semantic model dans le reporting et dans la couche Generative AI, vous allez avoir un risque de créer des hallucinations au niveau de l'utilisateur. Si je n'ai pas le même semantic model défini de la même façon, on va avoir un problème d'hallucination et potentiellement des réponses différentes en fonction du canal d'accès à la donnée. C'est juste pas possible. Un utilisateur, quel que soit l'outil qu'il utilise, doit avoir le même résultat. Donc on va naturellement, au niveau architecture, on va redescendre d'un niveau la couche sémantique au plus proche de la donnée. Et après, Simo l'a très bien dit, après on peut avoir différentes options pour le mettre. Nous, Snowflake, on le propose naturellement, et les clients qui sont très orientés Snowflake, on apporte de la simplification, parce que quand c'est dans Snowflake, on ne s'embête pas. Maintenant, vous avez des modèles ouverts de type OSI, Open Semantic Interchange, avec des outils qui sont en capacité d'échanger le modèle sémantique. Mais on va avoir un layer intermédiaire, donc c'est une surcouche, avec l'administration, avec des coûts, voilà. Mais il y a différentes options qui s'offrent à vous, mais le principe, c'est de le mettre au plus proche de la donnée. Et vous évitez les hallucinations utilisateurs. Pas que les hallucinations, mais aussi les performances, les problématiques de performance. Parce que, en fait, Power BI ou d'autres outils de visualisation, il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt l'engorger du calcul que lui, il ne sait pas vraiment faire, il n'est pas fait pour ça. Il est là juste pour la restitution. Et l'autre chose qui est beaucoup plus importante, c'est que aujourd'hui, si on le fait que dans les outils de visualisation, on perd la valeur pour brancher l'IA sur le semantic model et ramener la data dans un sujet beaucoup plus conversationnel au business. J'ai plutôt une question sur la gouvernance de la donnée. Dans un groupe mondial comme Saint-Gobain, quelle flexibilité accordez-vous à la gouvernance de la donnée, par exemple, d'un processus de création, de maintenance, d'un produit, d'un fournisseur, ainsi de suite? Parce que je pense que dans mon entreprise, on a cette problématique où des fois on se demande est-ce que c'est le business localement qui doit définir un processus standard sur sa zone ou au niveau central, on doit mettre en place, donc, tout en consultant le business, un processus où ce sera plutôt plusieurs entités qui vont utiliser un seul processus. Donc, on va appeler core processus, par exemple. Oui. C'est une très bonne question parce que là, on va être process oriented. D'accord? Et process oriented, ça ne veut pas dire qu'il faut venir être d'une manière très dogmatique pour dire non. Toi, tu es quelqu'un qui... Parce que le process, il peut être divisé en plusieurs parties, plusieurs responsabilités aussi. Et du coup, soit on vient pour fédérer, avec une gouvernance fédérée, pour dire, ouais, j'ai besoin d'un business process owner, sauf que ce n'est pas le sachant. Il va être le owner, mais ce n'est pas le sachant. Un processus de manufacturing, par exemple, ou de life cycle assessment des produits. Tu peux avoir le supply chain, tu peux avoir le manufacturing, etc. Du coup, tu ne peux pas. En vérité, dans les rôles d'entreprise, il n'y en a pas un qui fait tout. Il y a toujours quelqu'un spécialisé dans un secteur bien défini, dans un processus bien défini. L'objectif pour moi, c'est
on parle beaucoup de digital twin, mais que pour l'IoT. Mais pour moi, le vrai digital twin, il est au niveau processus, quel que soit le processus. Et du coup, si je veux développer un produit, ben en fait, je peux autonomiser et je peux donner la responsabilité en fonction de la maturité et en fonction de la disponibilité des gens et les sachants dans les gens. Du coup, je pense qu'il faudra absolument passer dans un guichet fermé ou ouvert par la même personne pour pouvoir aboutir à quelque chose. Je pense qu'on est plus dans une conduite de changement pour pouvoir monter des gens en compétence sur d'autres processus et ramener le processus de bout en bout. Je pense qu'il est indispensable de fédérer vis-à-vis des business. Moi, je ne parle pas d'une gouvernance fédérée, mais un business fédéré dans l'objectif de venir faire parler un processus end-to-end. Du coup, je pense que la gouvernance, il faudra que ça soit plutôt processus oriented. J'ai répondu à votre question. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, là, je suis venu pour la dimension collaborative de votre projet. C'est pas trop mon univers, en fait, la partie data ou autre. Moi, ma société met en place des approches collaboratives de veille de milliers d'employés dans des grands groupes. Et donc là, la dimension collaborative, comment elle se passe concrètement? C'est-à-dire que tout le monde accède à la data, donc c'est open bar, chacun peut participer en transverse, en global. Est-ce qu'il y a une animation avec des guidelines? Est-ce qu'il y a des inspections ultra sécurisées? Là, vraiment, on parle vraiment d'humain. Évidemment, maintenant, vous avez créé un environnement, un terrain de jeu qui est merveilleux, dont les potentiels sont illimités presque, on va dire. Et donc, est-ce que c'est une baguette magique que tout le monde peut s'approprier, ou est-ce qu'effectivement, on peut... eh bien, il vaut mieux la maîtriser plutôt que d'avoir un cheval fou avec des datas dans tous les sens, des métiers qui délirent, voilà. Je n'avais pas pensé à votre question, mais elle est très intéressante. Intéressante dans le sens où vous avez toujours le curseur à mettre, vous savez, entre transformation, performance et culture. La collaboration, elle est clé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudra être open bar là-dessus. Parce que ça a besoin aussi d'accompagner, de supporter, de contrôler, etc. Et je pense, par exemple, il faut donner un dataset en fonction de marketing sur une vision 360 clients. Du coup, vous avez besoin, beaucoup de marketeurs ont différents produits pour faire du cross-sell, par exemple. Il est primordial, en fait, que vous poussez vers cette collaboration. Et je pense que c'est intéressant, c'est pour ça que la Data Marketplace, elle est là. La Data Marketplace aussi, que chacun puisse rajouter du contexte, à condition de gouverner le contexte, parce que je peux rajouter tout et n'importe quoi aussi, mais de venir aussi favoriser cette collaboration. Parce que les idées émergent, comme il disait un sage que je connaissais, une tête c'est bien, plusieurs têtes c'est mieux. Du coup, pour pouvoir justement collaborer, faire de l'idéation, explorer, analyser et se réunir pour pouvoir justement dire, bah voilà, là j'ai un use case. Du coup, il est super important de cette phase d'exploration de donner l'accès en lecture aux gens qui sont dans un domaine bien précis. Je pense que s'ils sont au sein de la société, dans une fonction comme le marketing, pour moi, tous les analystes marketing ou les fonctions de support là-dessus, ils doivent avoir accès en lecture. Maintenant, pour créer, c'est autre chose. Il faudra que les idées émergent. Et c'est pour ça qu'il y a du contrôle. C'est pour ça qu'il faut balayer la partie gouvernance pour qu'elle ne soit pas dogmatique et vue comme quelque chose qui est dogmatique. Parce que si on impose trop de règles, ça devient irréalisable pour les autres. Et du coup, il n'y a pas d'adoption. Du coup, il faut trouver le curseur là où, comment tu vas transformer. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien prendre un petit peu de risque. Du coup, le risque, il faudra qu'il soit bien évidemment mesuré. Du coup, la collaboration, bien évidemment, tu auras des dérives à un petit moment, mais cette dérive, il faut que ça soit maîtrisé et contrôlé. Nous vous remercions, c'est la fin de la séance, si j'ai bien compris les messages. Donc merci à tous et j'espère que vous avez passé un bon moment.